Louis-Gilles Franqueur, bonjour. Bonjour Marie-France. Louis-Gilles, chroniqueur environnement au Devoir, qui vient nous livrer ses réflexions et ses observations aux 2 semaines. Vous allez nous parler, c'est un sujet qui revient sans cesse dans l'actualité et pour cause, l'industrie porcine. Les audiences de la deuxième partie de la consultation publique sur le développement durable de la production porcine au Québec s'est terminée il y a un mois, en fait un peu plus d'un mois, le 17 avril dernier. Et on a continué à remettre des mémoires, un nombre exceptionnel, 370 mémoires. Ça s'est terminé le 15 mai dernier. Et à partir de ça, évidemment, on décidera ce qu'on fait avec l'industrie porcine au Québec. Mais quelles étaient les causes de l'audience, Louis-Gilles? Ben voilà, cette audience très importante, comme vous venez de le souligner, a même joui ou bénéficié d'une participation absolument exceptionnelle. La commission s'est promenée, a fait le tour de 18 villes à plusieurs reprises, de sorte que on a mal vu, en fait, en information, l'importance de cette audience parce que c'était tellement difficile à suivre qu'on perdait le fil dans toutes ces pérégrinations. Mais ça, c'est un autre problème. C'est le problème de communication que le Bureau d'audience publique a et qui devrait être réglé. Les causes de l'audience, elles sont multiples. Je les rappelle. Il y a eu des surplus de fumier qui, finalement, touchent plusieurs régions du Québec. En fait, on peut même dire que si toutes les terres disponibles au Québec étaient utilisées pour répandre du fumier, on en aurait 2 fois trop, compte tenu du fait qu'en plus on utilise des engrais chimiques. Donc, en phosphore et en azote, on utilise au Québec plus de 2 fois ce que les terres agricoles peuvent recevoir. Oui. Ça pose tout un problème. Vous savez, il y a 20 producteurs intégrateurs au Québec qui contrôlent la moitié de la production totale de porc, qui est d'environ 10 millions de porcs par année. Et sur ces 10 millions de porcs, il faut réaliser que les déjections de ces animaux génèrent une pollution équivalente à celle d'une population québécoise qui aurait 22 millions d'habitants. Donc, au fond, et la moitié de tout ce porc s'en va en Europe. En Asie. Donc, ça pose un problème. Oui. Est-ce qu'on doit, nous, être des gestionnaires de lisier pour que d'autres mangent du bon porc? Oui. C'est la question que posent plusieurs milieux ruraux au Québec. Il y a eu aussi un rapport dévastateur du vérificateur général il y a quelques années qui disait que Québec payait des subventions disproportionnées par rapport au coût réel de la production porcine. Donc, on donnait trop d'argent aux agriculteurs. Et deuxièmement, le vérificateur général avait sorti un dossier explosif montrant que beaucoup de producteurs au Québec produisaient du cochon au noir. C'est-à-dire qu'ils ont un certificat d'autorisation qui les autorise à produire un nombre limite de porcs et ils dépassaient et le ministère de l'Agriculture subventionnait ces cochons produits illégalement, en sus de la loi d'environnement. Alors, donc, ça a posé un deuxième problème compliqué. Le ministère de l'Environnement a eu un autre problème, c'est que l'intensité de cette pollution diffuse à cause des surplus est très difficile à contrôler. Par définition, la pollution diffuse, elle sort de partout. Vous n'êtes pas capable de dire c'est ce bassin, puis lui, on va le corriger. C'est, au fond, tous les champs qui soignent de toutes parts, qui finalement aboutissent dans les cours d'eau. Ça pose des défis technologiques que le Québec a jamais résolus. Des conflits de plus en plus ouverts entre les ruraux et les agriculteurs. Évidemment, cette pollution a créé des affrontements entre les ruraux qui veulent bénéficier ou jouir de la campagne paisiblement et tous ceux qui génèrent les odeurs, la pollution toxique, les engrais, etc. Le gouvernement a essayé d'intervenir là-dedans avec 2 lois. La loi 184 qui avait institué le droit de produire, la loi 23 qui a créé une immunité de poursuite si les agriculteurs respectaient les normes. Et les normes, on les a abaissées. Les normes d'épandage étaient 30 mètres des cours d'eau. On ramenait ça à 3 mètres. C'est facile de dire, il n'y aura pas de poursuite contre ceux qui respectent les normes quand la norme devient pratiquement le droit d'arroser dans le cours d'eau. Vous comprenez? Bon, ça a posé une série de problèmes non résolus par les amendements réglementaires de l'année dernière. Et finalement, la création de la financière agricole qui détient la moitié où l'UPA détient la moitié des sièges et qui devra instituer une politique d'éco-conditionnalité, c'est-à-dire que comme la financière agricole contrôle tous les fonds de l'État, avec un conseil d'administration privé formé pour la moitié d'agriculteurs qui vont décider comment ils se versent l'argent des fonds de l'État à eux. Il y en a pour qui c'est un conflit d'intérêts inacceptable et d'autres pour qui c'est une façon de se rapprocher du milieu. Sauf que, à partir du moment où la personne en cause décide de quelle loi
elle va devoir respecter pour bénéficier des fonds de l'État via la politique d'éco-conditionnalité. Là, il y a un conflit d'intérêts que plusieurs ont dénoncé devant la Commission. Alors, c'est tout cet imbroglio, toutes ces règles bizarres qui créaient de l'iniquité et de l'insatisfaction qui ont amené la tenue de la Commission pour essayer de dire, finalement, comment va-t-on rebrasser les cartes? Comment va-t-on recréer les règles du jeu? Voilà, et c'est là-dessus que les commissaires vont devoir se prononcer dans les semaines, les mois qui viennent. Quels sont donc les grands enjeux de l'audience? Sur quoi vont-ils peut-être prioritairement intervenir? Bien, vous avez raison de dire qu'il y a un certain nombre de questions sur lesquelles les décisions vont modifier ou pas le rapport de force avec les ruraux, vont modifier ou pas l'allure de la production agricole porcine, particulièrement la production porcine au Québec. Le premier, et je pense un des plus importants, c'est est-ce qu'il y aura un contrôle de la production? Et est-ce qu'il y aura un moratoire? Il y a beaucoup de gens qui disent que tant qu'on ne saura pas si la pollution a une intensité telle qu'elle menace la santé publique, on devrait ne plus l'augmenter. On devrait avoir un moratoire, ne plus autoriser de nouveaux établissements, surtout dans les régions en surplus, où les cours d'eau sont très contaminés, où ça menace les prises d'eau municipales, etc. Bon, alors, il y en a qui défendent la thèse d'un moratoire jusqu'à ce que des preuves démontrent qu'il y a une innocuité totale de cette production. Deuxièmement, il y en a d'autres qui sont moins radicaux, mais qui disent on devrait instituer de nouveaux contrôles de la production, soit la contrôler globalement à l'échelle régionale, définir un nombre maximal de cochons par région, qui correspond à la capacité, si vous voulez, des sols de cette région, oui, voilà, et aussi de la sensibilité des cours d'eau et des écosystèmes. Faut pas oublier qu'il n'y a pas sont pas tous égaux. Non, parce que ça finit dans le cours d'eau. Oui. Bon, alors donc, ça c'est un gros défi. Les agriculteurs voudraient, eux, pouvoir concurrencer sur le marché international et, évidemment, y aller librement. Ça pose toutes les questions aussi de défis technologiques. Exactement. Parce que, dans le moment, on produit ce qu'on appelle sur litière liquide. C'est-à-dire qu'au fond, les cochons marchent sur des grillages, on arrose avec de l'eau, tout descend en dessous, c'est récupéré sous forme liquide dans un grand bassin. C'est un système de nettoyage automatique. Et qu'on ne verra plus nos côtelettes de la même manière. Bon. Il y a des agriculteurs qui essaient de revenir à l'ancienne méthode où le porc était jamais aussi, si vous voulez, polluant. Oui. C'est-à-dire que les porcs étaient sur de la litière sèche. C'était de la paille, c'était du brandy, des choses comme ça. Et les excréments, le lisier se mêlait à ça. Ça séchait parce que c'était absorbé. Oui. Et puis, ça se compostait et ça faisait un excellent amendement pour le sol à côté de la maison. Oui, mais ça, est-ce que c'était possible pour de si grandes quantités que celles qu'on élève aujourd'hui? Voilà. C'est quand on va aux grandes quantités, les gens disent c'est beaucoup plus économique d'avoir un système d'arrosage automatique par le plafond qui lave les cochons, qui lave le plancher, qui lave tout. On pèse sur le piton, puis ça s'en va dans le bassin. C'est une question de coût. Sinon, il faut du monde pour nettoyer les litières et tout. Alors, le problème, c'est que toute l'organisation est faite pour les élevages à base liquide, sur des fumiers liquides. Et la question, c'est est-ce qu'on sera capable de faire la transition? Est-ce qu'on sera capable de soit réduire la taille ou d'organiser sur une plus haute échelle des technologies de production moins polluantes? Il y en a qui disent que ce serait possible s'il y avait un encouragement plus fort aux petits producteurs. Mais dans le moment, l'aide, c'est un autre défi important. Oui. L'aide est au fond, c'est par tête de cochon. Alors, c'est évident que celui qui en a 1 million, il touche bien plus d'argent que celui qui en a 45. C'est le contraire de ce qu'on fait en Europe. Et ça, c'est un des fondements, un des plus gros défis de cette audience. En Europe, par exemple, en Suisse, en France, la France vient juste de changer pour le système suisse et puis c'est en train de se répandre partout. On donne un montant fixe aux agriculteurs qui respectent toutes les normes environnementales. Donc, c'est une politique d'éco-conditionnalité, ce qui est un des grands enjeux de l'audience. Mais le montant, disons, c'est 15 000 $ par année. Si vous respectez toutes les normes, vous avez votre 15 000, merci, par producteur. Celui qui a 1 million de cochons ou celui qui en a 45 reçoit 15 000 $. C'est évident que ça aide beaucoup plus le petit producteur. Oui. Alors qu'ici, si vous y allez par tête de cochon, ben c'est évident que c'est le gros qui ramasse tous les fonds. Vous avez à peu près une vingtaine d'intégrateurs au Québec qui ramassent près de 65% de tous les fonds. Oui, en effet. On va aussi se demander, un des enjeux, c'est de peut-être revoir au Québec le monopole de représentation syndicale qui est accordé à l'UPA. Bien, évidemment, avec la naissance de l'Union paysanne il y a 2 ans,
ça a changé le décor beaucoup. Ça faisait près de 30 ans que l'UPA est dans le décor seul. Et là, il y a des gens, des ruraux, qui demandent, et même des agriculteurs, qui demandent de mettre fin au monopole de l'UPA parce qu'ils disent qu'au fond, les fédérations de l'UPA sont contrôlées par les plus gros producteurs qui, évidemment, négocient avec Québec et là, maintenant, à l'intérieur de la financière agricole, vont perpétuer des programmes axés uniquement sur les structures financières mise en place et qui bénéficie aux grands producteurs. Ils disent qu'il faudrait qu'il y ait un deuxième contrepoids qui, évidemment, favoriserait et regrouperait les plus petits producteurs via l'Union paysanne. Oh, ça va discuter longtemps et fort. Hein? C'est pas gagné d'avance. Et quel autre enjeu vous semble le plus important dans tout ce qui se dessine? Est-ce que Québec va redonner aux municipalités le droit de planifier le développement de la production porcine sur leur territoire ou si il va garder les droits prépondérants que les lois 184 et 23 ont accordés aux producteurs agricoles et qui font que les municipalités, même malgré le vœu de la majorité, ne peuvent pas contrôler la production agricole. Vous allez avoir évidemment un dernier dossier, mais qui est majeur. L'industrie agricole est la seule industrie au Québec qui peut polluer sans qu'on l'ait obligé jamais à installer des filtres. Les industriels installent des filtres. Aujourd'hui? Oui. Les filtres en milieu agricole, c'est de la végétation sur le bord des cours d'eau et sur le bord des fossés. Là, c'est 3 mètres. Oui, là, c'est 3 mètres. Ça devrait être entre 5 et 10 mètres. Ça, c'est le minimum, disent les spécialistes. Parce que vous avez 2 fonctions. Filtrantes, on filtre l'érosion qui sort du champ pour empêcher la terre d'atteindre le cours d'eau. Et, disent d'autres organismes, les écologistes, et surtout, un ministère provincial, la Société de la faune et des parcs, est venu aux audiences pour dire il faut pas seulement que ça filtre avec une petite bande de 3-4 mètres, on peut y arriver dans certaines occasions, mais il faut que la bande des cours d'eau redevienne quelque chose de vivant, sinon le cours d'eau il demeure aussi stérile qu'une piscine à Laval. Avec les engrais et les produits chimiques qui ont dedans. Si on veut qu'il y ait des animaux et que l'échange entre la terre et l'eau se fasse, il faut plus grand. Et ils ont même dit, les municipalités agricoles qui ont le droit de contrôler les bandes riveraines depuis 15 ans, ne l'ont jamais fait. Ils disent qu'il faut leur enlever ce pouvoir, il faut un règlement provincial, et la FAPAC l'a pas dit, mais avec les agents de conservation de la faune, c'est eux qui seraient les mieux placés pour faire appliquer ça. Des enjeux énormes, on s'en aperçoit dans cette industrie porcine. Coron a observé les commissaires de cette commission consultation publique sur le développement durable sur la production porcine au Québec. Louis-Gilles, vous allez bien sûr suivre ça pour nous. Merci beaucoup d'avoir été ici ce matin encore. On est de retour, nous, après les informations. À tout de suite.